Arata est le fils d'une famille aisée, mais il n'arrive pas à trouver de petit ami. Pensant qu'il est destiné à mourir seul, son père annonce un jour que tous ses frères et sœurs sont en réalité adoptés, ce qui pousse ses sœurs très attirantes à se jeter sur lui sans retenue, à la manière de l'Alabama, mais avant cela, le jour de la révélation, Arata discute avec son frère Shihan, qui lui demande s'il se passe quelque chose entre lui et les sœurs, et lui rappelle le moment où leur plus jeune sœur, Kotomo, lui a avoué ses sentiments pour lui, un souvenir assez gênant, mais Arata lui assure qu'il a rejeté les sentiments de Kotomo, et qu'il ne mettrait jamais son hot dog entre les petits pains de sa sœur, c'est une ligne rouge. Soudain, Arata aperçoit Lala, la fille qu'il aime vraiment, mais qu'il n'a jamais osé inviter à sortir. Voyant cela, Sean réalise que la maladresse d'Arata avec les filles vient du fait qu'il a grandi entouré de ses sœurs, une situation assez unique. Mais quelques jours plus tard, Arata voit Lala avec un autre garçon, et suppose qu'ils sortent ensemble, ce qui lui brise le cœur en 1000 morceaux. Plus tard à la maison, Arata, Shia et leurs sœurs, à savoir Buka, Kotono, Banri, Minami et Sega, se présentent pour l'anniversaire de Kotono. Puis, avant de porter un toast, le père révèle une vérité choquante. Annonçant qu'ils ne sont pas réellement frères et sœurs de sang, mais tous adoptés, il explique qu'à l'exception de Shion et Nenami, qui sont de vrais jumeaux, les autres n'ont aucun lien de parenté. En entendant cela, ils se sentent tous trahis qu'il ne leur ait pas dit plus tôt. Mais il explique que c'était à cause d'une promesse faite à leur défunte mère, une promesse sacrée, il les exhorte ensuite à continuer de célébrer, mais le dîner reste tendu et silencieux. Plus tard, les frères et sœurs se rencontrent en privé, et l'atmosphère de la pièce est lourde, à l'exception de moi et d'Almi, qui reste joyeuse. Il demande à Banri, l'aînée, si elle se souvient de quoi que ce soit de leur adoption et elle admet que oui, mais choisit de le garder secret pour les autres, un lourd fardeau. Elle dit que ce qui compte, c'est qu'ils s'aiment comme une vraie famille. Ces mots allègent l'ambiance et tout le monde finit par aller se coucher. Cependant, Arata reste en arrière, toujours en proie à un profond conflit intérieur après ce qui vient de se passer. Plus tard, alors qu'il va prendre un bain, il tombe accidentellement sur Kotono. Il se fige un instant avant qu'il ne panique et s'enfuit, s'excusant d'avoir vu ses pepperonis. Mais au lieu de se fâcher, Kotono lui demande calmement de lui laver le dos comme il le faisait autrefois, un geste intime. Il accepte de le faire et la réprimande de vouloir toujours qu'il lui lave le dos, mais elle admet qu'elle préfère quand c'est lui qui le fait, c'est plus agréable. Pendant ce temps, Luka est assise seule dans la cuisine jusqu'à ce qu'elle la rejoigne. Elle demande si Erada a dit quelque chose et avoue à quel point c'est étrange de savoir qu'il n'est pas un vrai jumeau, c'est déroutant. Elle la rassure en lui disant qu'Erada ressent la même chose et que le fait qu'ils ne soient pas liés par le sang ne change absolument rien à leur relation. Cependant, dans la salle de bain, à ce moment précis, Kutonanom serre Arata par derrière, avec des intentions très claires et explicites. Pendant ce temps, Shion dit à Uka que puisqu'ils ne sont pas liés par le sang, techniquement, tous les 7 pourraient se marier entre eux s'ils le voulaient. Cette pensée fait frissonner Uka de dégoût, surtout l'idée d'être avec quelqu'un comme Arata et de Gobbler aussi glitzy que sa femme, c'est répugnant, mais au fond d'elle, elle sait que Shion a raison. Uka demande alors ce qui s'est réellement passé entre Arata et Kotonin par le passé, un secret bien gardé. Shion hésite car il a promis de ne rien dire. Mais Uka insiste, disant que même si tout le monde taquine Arata à ce sujet, ils savent tous qu'il ne ferait jamais rien de mal à sa sœur, c'est impensable. Alors, Shion lui révèle la vérité, laissant Uka complètement stupéfaite. Elle apprend que Kotona a un jour avoué ses sentiments à Arata alors qu'il croyait encore être frère et sœur. Arata l'a rejeté car il refusait de faire partie de quelque chose de pareil, mais Kotono n'a pas voulu abandonner, elle était déterminée, elle l'a poussé. Et au milieu de leur lutte, il a fini par tomber sur elle, ce qui fut le moment exact où leurs sœurs sont entrées dans la pièce. Maintenant qu'ils savent qu'ils ne sont pas réellement liés par le sang, toute cette situation semble encore plus dangereuse et risquée. De retour dans la salle de bain, Orata essaie de se dégager de l'étreinte serrée de Kitomo, mais elle ne veut pas le lâcher. Elle dit que puisqu'ils ne sont pas de vrais frères et sœurs, il n'y a aucune raison pour qu'ils ne puissent pas être ensemble ou même se marier un jour. C'est une possibilité. Elle lui demande s'il pense qu'elle est une mauvaise fille, une salope sale. Mais parlant comme un grand frère protecteur, Harada dit que peu importe leur relation, il la verra toujours comme sa petite sœur. Quelqu'un qu'il protégera jusqu'à ce qu'elle trouve quelqu'un qu'elle pourra appeler son mari, c'est sa promesse. Kotuno retourne au bain, disant qu'il est à la fois la personne la plus gentille et la plus cruelle qu'elle connaisse. Alors qu'il part, il lui souhaite discrètement un joyeux anniversaire, tandis qu'elle souhaite secrètement qu'il ait accepté son amour à la place, un amour non partagé. Mais quand il sort de la salle de bain, quelqu'un écoute discrètement, une présence cachée. Plus tard, quand il retourne dans sa chambre, perdu dans ses pensées, il trouve Sia assise là, en train d'étudier. Il la réprimande d'être entrée dans sa chambre sans permission, craignant qu'elle ne trouve ses magazines de Mia Khalifa, un secret embarrassant. Mais Sega coupe court à ses bavardages et demande immédiatement où il vient d'aller. Ne voulant pas qu'elle sache ce qui vient de se passer, il ment et dit qu'il se promenait simplement. Mais elle dénonce son non-sens et dit qu'aucun idiot ne se promène sans but dans sa propre maison, c'est absurde. Alors, Sia change de sujet, disant que sa chambre semble immense même si c'est la plus petite, et Arata attribue cela au jour où les frères et sœurs ont tous joué à pierre-feuille-ciseaux pour choisir les chambres, ce qui s'est terminé avec Arata perdant et Uka gagnant la plus grande pièce, une victoire éclatante. Pendant que Celia continue de bavarder, Arata ne comprend pas ce qu'elle cherche jusqu'à ce qu'elle le pousse soudainement sur son lit, comme si elle voulait son Willy fraternel. Assise sur lui, elle lui dit de garder le secret et presse son corps crémeux contre lui, rendant la situation très épicée et tendue.
Arata commence à paniquer, pensant qu'elle est comme Kotono, qui veut sa précieuse sauce bébé. Mais à sa grande surprise, Siga dit qu'elle n'est pas intéressée par lui de cette façon. Elle admet avoir tout vu ce qui s'est passé plus tôt dans la salle de bain, y compris son moment avec Kotono quand elle s'est jetée sur lui, c'était très clair. Choquée, Arata la repousse rapidement avant que son cornichon ne fasse le salut. Seiya déclare qu'elle était déjà au courant des sentiments de Kotono et suppose que maintenant, après avoir appris la vérité sur le fait qu'ils ne sont pas liés par le sang, Kotono a finalement cessé de se retenir, c'est évident. Elle félicite Arata d'avoir bien géré la situation en tant que grand frère, mais dit qu'elle a dû le tester pour s'assurer qu'il ne claquerait aucune de leurs joues si l'une d'elles tentait quelque chose. Quand il se plaint, elle aurait pu le tester différemment, c'est vrai. Elle dit que c'est bon puisqu'elle n'est de toute façon pas intéressée par lui ou par son cornichon doré. Elle lui rappelle que lorsque des frères et sœurs tombent amoureux l'un de l'autre, c'est généralement tabou. Mais maintenant que ce tabou a disparu, Kotono n'a aucune raison de s'arrêter. C'est une nouvelle donne, il en va de même pour les autres sœurs qui pourraient le poursuivre. Elle plaisante même en disant que cela pourrait arriver entre deux un jour, bien qu'elle admette que l'idée la dégoûte profondément. Avant de partir, elle dit à Arava qu'elle est contente qu'il ait réussi le test, c'est un soulagement. Mais une fois dehors, elle se demande si elle-même a réussi son propre test étant donné qu'elle est réellement montée sur lui et a eu sa propre cascade collante, un moment inattendu. Le lendemain matin, Arata se réveille épuisé après cette longue nuit mouvementée et pleine de rebondissements, mais dès qu'il sort de sa chambre, il tombe sur Banri et Kotuno, toutes deux vêtues d'uniforme d'infirmière très épicées. Banri dit joyeusement que c'est sa nouvelle tenue de travail et qu'elle voulait voir comment elle allait aussi à Kotuno, c'était une idée amusante. Elle demande à Arata si elles sont chaudes, et Arata leur dit sans détour que non. Ce qui fait monter les larmes aux yeux de Banri et lui demande d'affirmer que sa propre sœur est chaude, c'est une exigence. Plus tard, sur le chemin de l'école avec Shion, Arata remarque d'autres gars qui fixent ses sœurs avec insistance. Shion rit et dit que si ces gars savaient que les Shinji n'étaient pas de vrais frères et sœurs, ils deviendraient fous, c'est certain. Observant le calme de ses sœurs, Shion remarque que les femmes sont meilleures pour cacher leurs émotions. Arata est d'accord avec cette observation. Bien qu'au fond de lui, il sache que les filles sont tout aussi confuses que les garçons après avoir appris la vérité. Il sait qu'elles font semblant que tout va bien, c'est une façade. Mais Arata peut sentir à quel point la façon dont elles se regardent a changé, ainsi que le silence pesant qui s'ensuit. Après l'école, Arata rencontre Minami, qu'il est surpris de ne pas voir à l'entraînement. Ils rentrent ensemble à la maison et il la complimente sur ses compétences athlétiques. Comment elle a déjà remporté des trophées et a été qualifiée de future olympienne malgré sa petite taille, c'est impressionnant. À ce moment-là, un groupe de ses fans obsédés se précipite, demandant à prendre des photos avec elle ou même voulant ses bas puants pour les grignoter. Quand ils partent enfin, Amy s'en moque, disant qu'elle s'est habituée aux fans étranges depuis qu'elle a fait une séance photo en tenue d'homme qui l'a rendue super populaire et leur a fait souhaiter qu'elle grandisse. Une paire de billes et une saucisse. Quand Arata lui demande ce qu'elle fait de son jour de congé, Minami explique que son entraîneur a suspendu ses entraînements pour qu'elle se concentre sur ses notes, car elle est en échec scolaire. Arata réalise que si elle est l'une des meilleures athlètes du Japon, elle a aussi l'un des cerveaux les plus lisses qui existent, comme le père de Bonnie Blue quand il a oublié d'utiliser une protection, c'est une comparaison frappante. Décidant de l'aider, il lui propose de lui donner des cours particuliers. Ils se rendent donc dans un karaoké pour plus d'intimité. Et pendant qu'il essaie d'enseigner, il ne peut s'empêcher de remarquer à quel point elle est mignonne, c'est charmant. Pendant qu'Erato lui enseigne, elle lance secrètement une chanson, puis essaie de résoudre les problèmes et se trompe complètement, comme une donut totale, c'est désespérant. Mais au lieu d'abandonner, elle se met soudainement à chanter horriblement, comme Taylor Swift sans autotune, inventant des paroles amusantes sur sa vie de joueuse de tennis, ce qui fait que Arata ne peut s'empêcher de rire et de se joindre à elle, c'est un moment de joie. Après avoir terminé, ils sortent, mais Arata se cache soudainement derrière la porte. Minami regarde autour d'elle et aperçoit Lala, la fille qu'Arata aime, passant avec un autre garçon. Sur le chemin du retour, elle essaie de lui changer les idées en parlant de ce qui s'est passé la nuit précédente. Une conversation opportune, Minami dit que puisqu'ils ne sont pas les vrais enfants de leur père, ils devraient essayer de retrouver leurs parents biologiques un jour, c'est une quête importante. Elle dit aussi qu'elle se sent mal pour Kotono parce qu'elle est la plus jeune et la plus émotive, c'est une situation délicate. Arata réalise que malgré son côté un peu bête, Minami est en fait intelligente et gentille, une personne surprenante. Elle le taquine, disant que puisqu'il n'est plus son frère, elle devrait l'appeler Senpai ou Papa. Mais Arata panique et lui dit de ne pas dire ça, c'est trop étrange. Minami dit que ce qui compte vraiment, c'est le lien qu'ils partagent, pas le sang, et ajoute qu'il ne devrait pas se sentir mal à propos de Lala et dit qu'il est un bon gars, même si la fille qu'il aime ne le remarque pas, c'est dommage. Quand il demande comment elle sait pour Lala, Minami admet qu'Uka le lui a dit parce qu'Uka est horrible pour garder les secrets, mais malgré tout, ces mots le réconfortent grandement. Plus tard, de retour à la maison, Minami apporte un gâteau à Uka en guise d'offrande de paix et s'excuse d'avoir perdu ses AirPods. Uka lui pardonne et lui dit de les garder simplement comme un cadeau. C'est un geste généreux. Les deux souriant, mettant fin à leur dispute et ramenant la paix dans la famille, un moment apaisant. Le lendemain matin, Arata se réveille et se brosse les dents comme d'habitude, son esprit rejoint ce que Kotona a fait la veille. Quand il sort de la salle de bain, il la heurte presque dans le couloir. Ils échangent des salutations maladroites, ressentant tous deux la tension de la veille, une atmosphère palpable. Soudain, Sia apparaît de nulle part, taquinant Arava pour qu'il pense encore à ce qui s'est passé entre eux dans la salle de bain. Il est surpris et l'appelle par son nom, mais elle lui rappelle de l'appeler Sia-shon. Comme elle le lui a déjà dit, c'est une habitude. Quand il le fait, elle sourit avec satisfaction. Elle lui demande ensuite s'il est nerveux à propos de ce qui pourrait se passer entre lui et Kotono. Arata dit que non, car il n'a aucun sentiment pour elle. Mais Seiya se souvient que c'est elle qui se sent mal à l'aise.
Surtout après ce qui s'est passé avec lui l'autre jour, c'est une situation délicate. Soudain, Minami apparaît, s'exprimant comme un personnage de Tekken, et elle se vante auprès d'Arata de leur dernière session de jeu, se targuant de l'avoir battu encore et encore. C'est une victoire écrasante. Soudain, elle l'appelle sans paix, et quand Sia entend cela, elle dit que ce titre ne devrait être attribué qu'à quelqu'un de mature, pas à un Inuit comme Arata. C'est une insulte. Les deux filles commencent à se chamailler, et Arata soupire simplement en les voyant s'éloigner, se demandant pourquoi ces matinées commencent toujours de cette façon, c'est épuisant. Plus tard à l'école, Arata se fige quand il voit là dans le couloir, et il décide de l'éviter à tout prix, mais ensuite, là apparaît. Elle sourit et le taquine pour sa timidité, disant qu'il devrait simplement lui avouer ses sentiments sans tarder. Quand Arata lui dit que la sort avec quelqu'un, Lucas se moque encore plus de lui, disant qu'il est pathétique d'être rejeté sans même avoir avoué, c'est une situation humiliante. À ce moment-là, les amis d'Uka l'appellent et elle leur parle de la façon dont elle et ses frères et sœurs vont au parc aquatique pour l'anniversaire de Kotono. Tandis qu'Arata la regarde partir, il ne peut s'empêcher de penser à quel point Uka est populaire et à quel point elle est différente de la petite salope agaçante qu'il a à la maison. C'est un contraste frappant. À ce moment-là, les amis d'Uka remarquent qu'Arata la regarde toujours et commencent à chuchoter à quel point il est réellement beau, plaisantant qu'elles adoraient sortir avec lui ou même l'épouser pour devenir la belle-sœur d'Uka, c'est une idée séduisante. Uka les avertit de ne pas y penser, traitant Arata de loser qui ne pourrait pas avoir de fille même s'il essayait de toutes ses forces. Mais en essayant de l'insulter, elle le complimente accidentellement en le qualifiant de Tchad total et commence à rougir de honte, c'est très gênant. Elle les exhorte à aller en classe et tout ce à quoi Arata peut penser. C'est son voyage avec les autres au parc aquatique et il prie pour que cela ne se transforme pas en un autre désastre, c'est une grande inquiétude. Le lendemain, les frères et sœurs arrivent au parc aquatique pour célébrer l'anniversaire de Kutonimo, un événement spécial. Quand ils voient la mascotte argent du parc qui a des chromosomes supplémentaires, Buka et Minami se précipitent pour prendre des photos. Minami dit soudainement qu'elle meurt de faim et Banri demande à Arata de l'aider à leur acheter de la nourriture, c'est une tâche importante. Mais quand ils ont la nourriture, personne n'est là et ils réalisent qu'il est impossible de les garder immobiles, c'est un vrai défi. Arata essaie de les appeler mais personne ne répond à son appel. Pensant qu'ils sont partis faire une attraction seuls, Banri sourit et dit que c'est maintenant officiellement un rendez-vous entre eux deux, c'est une opportunité. Quand Arata demande quoi faire de toute cette nourriture, cela se termine avec lui qui mange tout, c'est un festin inattendu. Alors qu'il se promène, Banri passe son bras dans le sien, se pressant assez près pour le faire rougir. Et même si Banri agit toujours avec confiance, il sait qu'elle a une façon bien particulière de le rendre nerveux, c'est une sensation étrange, il peut sentir ses melons contre son bras, et quand il lui rappelle qu'ils sont frères et sœurs, elle le taquine en disant que personne ne le sait ici, alors il devrait simplement profiter du moment présent, c'est une occasion unique. Elle lui chuchote qu'il doit apprécier ses bonnets, et Arata devient tout rouge à ses commentaires audacieux. Quand elle le remarque troublé, elle sourit et s'excuse, disant que ses melons juteux sont tout simplement trop gros et puissants à gérer, surtout autour d'un pur vierge comme lui, ce qui le fait complètement tweak out et perdre ses moyens. Banri plaisante en disant qu'il devrait se sentir chanceux d'avoir une bombe aussi chaude à ses côtés. En entendant son commentaire, Arata remarque que tous les autres mecs du parc le regardent avec jalousie et reconnaît qu'aux yeux de tous, elle est bien au-dessus des autres frères et sœurs en termes de popularité et d'apparence, c'est indéniable. Toujours taquine, Banri lui propose de toucher ses melons en guise de récompense, le rendant confus et le suppliant d'arrêter. Dans les escaliers, il regarde accidentellement sa boulangerie, et quand il ferme les yeux par respect, il perd l'équilibre et tombe, se couvrant complètement de ridicule, c'est une scène embarrassante. Banri rit et l'aide à se relever, le traitant de mignon. Puis les deux continuent leur rendez-vous privé faisant des attractions et se promenant dans le parc, tandis que les autres profitent de leur propre journée. Quand Arata réussit enfin à joindre Shoyon par téléphone, il réalise qu'ils sont trop éloignés et décide de se retrouver plus tard, c'est une bonne solution. Pendant ce temps, les filles bavardent, plaisantant que Banri taquine probablement Arata sans arrêt et qu'il pourrait avoir du mal à garder son cornichon sous contrôle, ce qui inquiète Kotono, c'est une préoccupation légitime. Puis, elle se tourne vers Kotono et lui demande si elle profite de son anniversaire, ce à quoi elle répond par l'affirmative, avec un sourire. Elle lui rappelle que c'est son anniversaire, alors elle devrait profiter de toutes les attractions qu'elle désire, sans aucune retenue. Puis, après quelques heures de manège, Arata et Banri font une pause. Ayant faim, Banri mange un churro et l'offre à Arata, mais il refuse. Se sentant malade après tout ce qu'il a mangé, c'est compréhensible. Pendant qu'elle mange, il remarque que sous son côté taquin, elle a un sourire chaleureux qui le détend complètement. Curieux, il lui demande ce qu'elle pense de l'annonce de leur père. Banri admet qu'elle a été choquée mais a essayé de mieux le comprendre. C'est une réaction naturelle. Quand elle lui demande ce qu'il en pense, Arata se souvient du moment avec Kotono et dit qu'il ne veut pas que leur lien fraternel change, c'est une chose importante pour lui. Banri sourit, le trouve adorable pour cela, et lui ébouriffe les cheveux comme elle le faisait quand ils étaient petits chaque fois qu'il pleurait, un geste tendre. Elle lui rappelle qu'en tant qu'aînée, elle a juré de protéger tout le monde, même au péril de sa vie, c'est une promesse solennelle. Et Arata se souvient à quel point elle a toujours été forte et fiable pour les autres. Soudain, une fille maladroite trébuche à proximité et renverse sa boisson vers Banri, un incident inattendu. Il saute instinctivement devant elle, se faisant tremper à sa place, un acte héroïque. La fille s'excuse encore et encore, mais Arata sourit et dit que tout va bien. Se sentant inquiète, Banri le réprimande pour son imprudence, mais il sourit simplement à nouveau et dit qu'il protégera tout le monde, tout comme elle le ferait, c'est sa conviction. Et ces mots font rougir Banri alors qu'elle réalise à quel point il a grandi, c'est une révélation. À ce moment-là, le reste du groupe les trouve. Voyant Arata trempé, il le taquine, disant que Banri a dû être trop excité et l'a éclaboussé avec son propre asperceur de fruits de mer personnel, c'est une blague osée. Alors qu'il se dirige vers la prochaine attraction, Banri demande à lui tenir la main.
Quand Arata demande pourquoi, elle la saisit simplement et dit qu'elle en a envie, ajoute sa grande sœur. Quelques temps plus tard, alors que tout le monde traîne près du pont, les garçons et Kotono vont aux toilettes, laissant les filles seules. C'est un moment de répit. Seiya en profite pour raconter aux autres ce qui s'est passé entre Kotono et Arata, et elles sont toutes choquées, refusant de croire à quel point Kotono a été audacieuse. C'est incroyable. Seiya dit qu'Arata a géré la situation avec maturité et n'a pas cédé, et pour le prouver, Seiya admet qu'elle l'a même testé en s'asseyant sur son glizzy pour voir s'il se réveillerait, mais ce ne fut pas le cas, c'est une preuve concrète. Elle explique qu'elle ne partage cela que parce qu'elle est inquiète et veut s'assurer que rien ne se passe entre eux, c'est une précaution nécessaire. Buka leur dit alors que Kotono a déjà fait quelque chose de similaire auparavant, et Arata en a pris le blâme, ce qui a fini par les faire traiter de pervers, c'est une histoire regrettable. Seiya réalise que la révélation de leur père, selon laquelle ils ne sont pas frères et sœurs de sang, pourrait être la raison pour laquelle les sentiments de Kotono se sont renforcés, c'est une explication plausible. Banri intervient, disant à tout le monde de se calmer. Elle dit qu'elle a parlé à leur père et a appris qu'elle est adoptée sans aucune trace de ses vrais parents, c'est une situation complexe. Elle insiste sur le fait qu'il est préférable pour eux tous de garder le silence et de veiller les uns sur les autres pour éviter la création de bébés tabous. Ce avec quoi tout le monde est d'accord, c'est une sage décision. Plus tard, les filles se dirigent vers la boutique de souvenirs, tout excitées à l'idée de prendre des figurines, et voir Kotono rire et agir joyeusement soulage Arata, c'est un bon signe. Malgré tout, il est heureux qu'ils puissent encore profiter de la journée ensemble comme toujours, c'est un sentiment précieux. Puis des feux d'artifice illuminent le ciel nocturne, peignant le monde de couleurs vives et éclatantes. Les frères et sœurs regardent avec émerveillement, souriant tandis que les étincelles se reflètent dans leurs yeux, un spectacle magnifique, pendant que les autres font leurs achats de souvenirs. Arata aperçoit quelqu'un qui ressemble exactement à Lala et se fige complètement stupéfait. Buka apparaît à côté de lui, remarquant sa réaction, et l'invite à se promener. Elle admet que c'est étrange de savoir qu'ils ne sont plus de vrais jumeaux, mais Arata lui dit gentiment qu'elle sera toujours sa jumelle, quoi qu'il arrive. C'est une promesse réconfortante. Lucas sourit doucement, se souvenant comment il croyait autrefois avoir une télépathie de jumeaux, et Arata rougit, demandant pourquoi elle évoque cela maintenant, c'est inattendu. Sans hésitation, Lucas le regarde et dit qu'elle l'aime, laissant Arata complètement stupéfait et sans voix. Quelques jours plus tôt à l'école, Shihan avait demandé nonchalamment à Arata s'il avait déjà vu l'une de leurs sœurs de manière romantique et s'il voulait glisser son hot dog à l'intérieur. Au lieu de répondre, Arata lui avait demandé pourquoi il évoquait une chose pareille. C'était une question embarrassante. Il avait expliqué que puisqu'il n'était plus lié par le sang, avoir des sentiments ou même se frotter le ventre n'était plus tabou, c'était une nouvelle réalité. Il avait même mentionné que Kotono avait déjà fait sa démarche envers Arata. Mais Arata lui avait fermement dit qu'il n'avait jamais vu aucune de ses sœurs de manière romantique, c'était une affirmation catégorique. Maintenant de retour au présent, après la confession d'Uka, Arata ne peut s'empêcher de la voir différemment. Non seulement comme une sœur, mais comme quelqu'un qui pourrait être bien plus, c'est une perspective nouvelle. Cependant, Uka clarifie rapidement que son amour pour lui est purement fraternel, sans ambiguïté. Soulagé, Arata se convainc que Uka ne le verrait jamais, en aucune circonstance, comme un futur papa bébé, c'est une certitude. En plaisantant, il l'appelle une Tsunder, qui aime simplement se faire désirer. Elle lève les yeux au ciel, s'en va, et lui rappelle de lui acheter des Tsunder, c'est une demande amusante. Arata en rit, mais les mots de Shoyon résonnent dans son esprit à propos de l'idée de voir ses sœurs de manière romantique, et soudain il commence à tout remettre en question, à trop réfléchir. Pendant ce temps, lors de sa promenade solitaire, Buka repasse en boucle ce qu'elle a dit à Arata. Se sentant tiraillée, elle réalise que depuis que Sia a mentionné la confession de Kotono à Arata, elle était jalouse sans même s'en rendre compte. Le lendemain matin, Arata passe son temps dans la salle de sport à la maison, travaillant ses abdos pour qu'ils soient dignes d'Instagram, vraiment parfait pour les réseaux sociaux. Minami arrive, demandant à le rejoindre. Il l'accueille avec enthousiasme, mais elle lui dit immédiatement de se calmer car il est encore tôt. Elle loue sa discipline, se souvenant comment leur père poussait Arata à ses limites pour en faire un véritable leader, un chef. Cependant, Arata admet n'avoir jamais compris comment cela était censé l'aider mentalement, dans sa tête. Il complimente Minami en retour, reconnaissant qu'elle ne saute jamais un entraînement et qu'elle travaille si dur pour son rêve de devenir une olympienne, une athlète de haut niveau. Elle balaie ça d'un revers de main, mais est un peu troublée par ses commentaires. À l'insu d'Arata, la nuit précédente, quand les filles faisaient du shopping pour des Sylvaners, elles ont réalisé que Uka et Arata manquaient à l'appel. Minami est allée les chercher et a accidentellement entendu Uka lui confesser son amour, ses sentiments profonds. Depuis, Minami panique intérieurement, complètement, ne sachant pas comment faire face à Arata sans penser à ce qu'elle a entendu ou à l'horrible possibilité de devenir la tante du bébé tabou de son Anuka, une idée vraiment effrayante. Alors qu'elle est dans la lune, Arata la réprimande pour son relâchement. Elle se précipite pour rattraper les haltères et commence à faire des répétitions désordonnées, prétendant que tout va bien. Mais Arata lui fait remarquer que sa forme est horrible, vraiment mauvaise. Puis, après avoir finalement rassemblé assez de courage, elle demande à Arata si quelque chose s'est passé entre lui et Nuka. Ne réalisant pas à quoi elle fait référence, Arata dit que bien que lui et Uka se disputent beaucoup, ils sont très proches et ont un lien fort, une connexion profonde. En entendant cela, Minami craint qu'ils ne deviennent trop proches, vraiment trop intimes. Elle s'excuse alors et quitte la pièce, ses pensées remplies de confusion et de pression. Après son entraînement, Arata se dirige vers la salle de bain, ruminant encore ce que Minami a dit, ses paroles. Quand il ouvre la porte, il est choqué de trouver Sia là, complètement détendue et ne portant rien d'autre que ses Betty Blues, ses sous-vêtements. Arata panique, mais Saya reste calme, plaisantant qu'ils vivent exactement ce qui se passe dans chaque Gunner et Mai, la seule différence étant qu'Arata n'est pas un perdant qui se trouble facilement, un homme faible.
Elle admet qu'elle est en faute pour ne pas avoir verrouillé la porte, mais dit que s'il veut se masturber sur sa propre sœur, alors elle doit aller en thérapie. Puis, quand Errada essaie de fermer la porte, il réalise que ses vêtements sont coincés, alors il les ramasse maladroitement et les jette dans le panier à linge, tout en essayant d'éviter de la regarder sous la douche, ce qui est très difficile. Pourtant, sa curiosité prend le dessus et il jette un coup d'œil dans sa direction, seulement pour remarquer que Seiya agit complètement normalement, alors que c'est lui qui lutte contre ses propres pensées, ses désirs. Puis il aperçoit une bague à son doigt, la même que leur mère a laissée, et demande si elle lui va enfin, si elle est à sa taille. Siga dit qu'elle est encore un peu lâche, mais insiste pour la porter car elle lui rappelle leur mère, sa présence. Plus tard, alors qu'Arata est dans sa chambre, Vanri frappe à sa porte. Quand il la laisse entrer, elle le taquine pour avoir une chambre si propre, lui rappelant comment leur père le réprimandait pour laisser ses affaires partout, en désordre. Arata demande pourquoi elle est là, et Banri dit en plaisantant qu'elle voulait juste lui rendre visite. Pendant qu'elle discute avec lui, elle fouille un peu, lorgnant son ordinateur portable et demandant s'il garde des vidéos de Midnight Creamery, des choses un peu coquines. Avant qu'Arata ne puisse l'arrêter, elle lâche le titre d'une de ses vidéos bien aimées, 2 filles, une tasse, un classique. Mortifiée, Errata arrache l'ordinateur portable et demande comment elle a pu contourner son mot de passe, comment elle a fait. À son horreur, Vanerm révèle que le titre était visible dans ses notifications d'email, c'était évident. Troublée, Errata essaye de s'expliquer, mais Vanri se contente de rire, disant qu'elle est en fait soulagée que son petit frère soit un mec intéressé par les femmes, et soudain, sans hésiter un instant, elle l'invite à un rendez-vous, une sortie en amoureux. Le lendemain, Vanri emmène Arata dans un magasin de téléphone, sachant qu'il voulait une mise à niveau, un nouveau modèle. Arata est sincèrement heureux de son attention, de sa gentillesse. Mais ensuite, Vanri recommence à le taquiner, suggérant d'aller à l'hôtel après pour se détendre et transpirer, ce qui le trouble énormément, mais elle espère que cela se produira dans la prochaine vie, un jour. Cela fait se demander à Errada pourquoi elle l'a invité à un rendez-vous, et bien qu'il sache que c'est sa personnalité, cette fois c'est différent, il le sent. Dans le magasin de téléphone, Errada choisit rapidement un nouveau téléphone et Banri demande pourquoi il a choisi un téléphone si vite, si rapidement. Il dit qu'il ne se soucie pas beaucoup du design de son téléphone, de son apparence. Et Banri se lance dans un discours sur la façon dont choisir un téléphone, c'est comme choisir un partenaire, un compagnon. Et si vous optez pour les fonctionnalités et vous vous souciez de la personnalité plus que de l'apparence, c'est certain. Pourtant, elle soutient que l'apparence compte aussi, c'est important. Comme si son partenaire était un hack ennuyeux, elle voudrait au moins qu'il ressemble à Gojo au lieu de Jabba le Hutt, c'est la moindre des choses. Quand la vendeuse revient avec le téléphone, elle remarque Banri à côté d'Arata et suppose qu'ils sont en couple, qu'ils sortent ensemble. Alors elle leur offre une réduction pour couple, une offre spéciale. Arata essaie de refuser, mais Banri s'accroche à lui en plaisantant et dit qu'ils accepteront l'offre. Sentant sa densité pressée contre son dos, Arata rougit rapidement et insiste pour qu'il refuse absolument. En partant, Arata se demande pourquoi Banri a soudainement voulu sortir avec lui, avoir un rendez-vous. Ses pensées sont interrompues quand Banri aperçoit un stand de glace et l'y traîne. En mangeant, elle évoque la fameuse bataille de glace d'il y a des années, quand Miami a accidentellement mangé la glace de Kitono et que Uka l'a défendu, déclenchant une bagarre fraternelle chaotique, un vrai désordre. Il se souvient aussi comment Kitono, trop timide pour affronter qui que ce soit, se cachait dans le placard après, lui valant le surnom de Fée du placard, c'était mignon. Banri rit jusqu'à ce qu'Arado lui rappelle qu'elle avait l'habitude d'être terrifiée par les fantômes, ce qui l'a fait lui crier de se taire, disant qu'elle ne peut toujours pas penser à Valak après avoir regardé The Conjuring, c'est trop effrayant. Après, Banri demande si quelque chose le tracasse, promettant en tant que sa grande sœur qu'elle le soutiendra toujours, quoi qu'il arrive. Mais Arata la rassure en disant que tout va bien, qu'il n'y a pas de problème. Pendant ce temps, Kotono est assise dans sa chambre, faisant défiler les photos de leur voyage d'anniversaire, se remémorant, ses yeux s'attardent sur Arata un peu trop longtemps, avant qu'elle ne reçoive une notification dans le chat de groupe des sœurs. Une photo que Banri a envoyée d'elle et Arata lors de leur rendez-vous à la glace, un moment spécial. Katuno ressent une pointe de jalousie mais se retient, se contrôle, sauvegardant discrètement la photo à la place. De retour au rendez-vous, Banri suggère de continuer leur sortie, de prolonger le moment. Mais son téléphone vibre avec un message qui fait changer son expression, son visage. Elle s'excuse disant qu'elle doit aller quelque part tout de suite, sans tarder. Avant de partir, Errada lui dit qu'elle devrait aller à son prochain rendez-vous avec un vrai petit ami, un homme sérieux. Cela la fait rougir jusqu'aux oreilles, et elle dit à Errada de ne pas se montrer trop arrogant, trop sûr de lui. Alors qu'elle s'éloigne, les gens s'arrêtent et la regardent, hypnotisés par sa beauté, son charme. Mais ensuite, Vanri appelle Minami et admet qu'elle n'a pas réussi à faire parler Arata sur ce qui s'est passé avec Yuka, même après tout leur rendez-vous, leur longue sortie. Toujours incrédule, Minami répond par SMS qu'elle a du mal à entendre la confession d'Uka sur la façon dont il aime Rada, c'est impossible, mais envoie accidentellement le message au chat de groupe des sœurs, une erreur fatale. Réalisant son erreur, elle panique et le supprime, priant pour que personne ne l'ait vu, absolument personne. Juste à ce moment-là, Uka apparaît, demandant si elle peut utiliser le bain ensuite, après elle. Soulagée que Uka ne semble pas avoir lu le message, Minami se détend, se calme, ne sachant pas que Kotono l'a vu avant qu'il ne disparaisse, avant qu'il ne soit effacé. Maintenant, le cœur battant, Kotono réalise finalement la vérité. Elle a une rivale en amour, une concurrente. Plus tard, ils se réunissent pour le dîner, et Arata ne peut s'empêcher de remarquer à quel point Seo a été inhabituellement silencieuse, très discrète, qui semble troublée et perdue dans ses pensées depuis quelques jours, vraiment ailleurs. Après, il la croise seule dans le couloir par hasard. Au début, il décide de l'ignorer, mais après un moment d'hésitation, il lui demande si elle va bien, si tout va bien.
À sa surprise, elle admet qu'elle voulait jouer au Twister depuis un moment, et puisqu'il a demandé, elle l'entraîne dans une partie, sans attendre. Confus, Arata s'interroge sur son intérêt soudain, cette nouvelle passion, et Sia explique nonchalamment que depuis qu'elle a visité et s'est assise sur son barracuda, elle a eu des pensées étranges à son sujet, des idées bizarres. Arata demande comment elle peut dire cela si nonchalamment, et Sivas dit simplement qu'elle veut se tester pour voir si elle le désire vraiment ou non, si elle a des sentiments. Arata refuse d'abord, mais quand Sylvia lui rappelle qu'elle l'a aidé pendant son test, il accepte à contre-cœur de jouer, sans grande conviction. Quand le jeu commence, Arata essaie de rester aussi loin d'elle que possible, déterminée à éviter tout contact avec sa peau plus douce que du beurre, si tentante, mais cela n'aide pas l'objectif de Sita, alors elle se rapproche délibérément, espérant que ses propres réactions corporelles lui diront ce qu'elle a besoin de savoir, ce qu'elle ressent vraiment. Tour après tour, elle se rapproche, et quand Arata continue de garder ses distances, Sia augmente les enjeux, la tension monte, elle se tord dans une position qui ferait fondre la plupart des hommes au premier regard, et Arata fait presque de même, il est troublé. Alors il déclare forfait quand son blicky commence à devenir raide, mais Seiya refuse de le laisser abandonner, de le laisser partir. Forcé de continuer, Arata essaie de suivre la commande du spinner, plaçant son pied sur le bleu juste sous Sia, mais il heurte accidentellement ses courbes douces, ses formes délicates. Son esprit court-circuite au contact et Sia, complètement imperturbable, commence à parler des hormones humaines à la place comme si de rien n'était. Elle explique comment la dopamine alimente la victoire tandis que l'ocytocine alimente l'intimité et se demande à voix haute quand exactement elle passe de la dopamine à l'ocytocine autour de lui, c'est une question. Soudain, Tiga adopte une pose particulièrement audacieuse, la même que votre mère a faite pour vous créer, et pendant un instant, Arata souhaite être votre père, c'est une pensée étrange. Mais juste au moment où il est sur le point de craquer, les muscles de Saz lâchent et elle s'effondre sur lui, complètement. Il se fige, choqué d'avoir senti le corps de sa sœur contre le sien, c'est inattendu. Mais Sia se sent soulagée, le remercie pour le jeu et déclare qu'elle n'a rien ressenti de romantique ou de dégénéré, absolument rien, ce qui signifie qu'elle peut continuer sa vie comme d'habitude, sans problème. Puis elle part joyeusement, laissant Urada troublée, fixant le plafond, se demandant ce qui venait de se passer, c'est incroyable. Quelques minutes plus tard, Uka apparaît après avoir entendu ses gémissements et elle lui demande nonchalamment de la rejoindre plus tard pour une session de jeu, une partie. Confus par sa demande soudaine, Urada suppose qu'elle veut juste passer du temps avec lui, se détendre. Pendant qu'il joue, Buka rayonne d'excitation tandis qu'Arata reste composé, calme et serein. Pendant le match, elle s'appuie contre sa jambe sans s'en rendre compte, sans y penser, et bien qu'Arata remarque son sourire lumineux et innocent, cela le fait la voir comme rien de plus que sa mignonne petite sœur, c'est tout. Pendant un moment, Buka gagne quelques manches, mais une fois que Rada se concentre, il la balaie complètement, l'écrasant comme un total débutant, un noob. Embarrassé par ses défaites, Buka se lève soudainement et enroule son bras autour de son cou dans une prise d'étranglement. Quelque chose qu'elle fait tout le temps, c'est habituel. Arata se débat, la suppliant d'arrêter, inquiet non seulement de perdre le match, mais aussi de la proximité de son corps pressé contre le sien, c'est troublant. Quand il craque finalement, il utilise sa force pour inverser la prise et la plaque au sol comme s'il l'emmenait au Pound Town, c'est intense. À bout de souffle, il la réprimande pour être allé trop loin, pour avoir exagéré. Mais quand ils réalisent leur position, tout devient silencieux, immobile. Lucas le regarde et dit doucement qu'il est devenu un homme à part entière, un vrai adulte. Ces mots le prennent complètement au dépourvu, il est surpris. Mais avant qu'il ne puisse répondre, elle s'enfuit de la pièce, troublée et le visage rouge, le laissant confus et stupéfait, sans voix. À l'insu des deux, Kotono écoutait depuis la pièce voisine, ayant tout entendu comme une petite fée du placard, c'est incroyable. Le lendemain, la vie continue à l'école comme si rien ne s'était passé, comme d'habitude. Mais après les cours, leur père appelle Arata pour une discussion privée, un entretien. Il demande si les frères et sœurs gèrent bien la récente annonce de la famille, s'ils vont bien, et Arata le rassure en disant qu'ils sont devenus plus ouverts depuis, plus communicatifs. À sa surprise, son père lui demande ensuite s'il a déjà trouvé une méchante spéciale pour s'installer à l'avenir, une compagne. Pendant ce temps, les sœurs regardent un trauma romantique ensemble, un film dramatique. Dans l'émission, un homme demande en mariage sur un pont et Van s'extasie sur le romantisme de confesser son amour sous le ciel ouvert. C'est magnifique, tandis que Uka est dégoûté, qualifiant cela de ringard et peu attrayant, vraiment de mauvais goût. Lorsqu'on lui demande sa proposition idéale, Buka déclare qu'elle veut qu'un homme riche et confiant la demande en mariage dans un restaurant de luxe avec une bague d'1 million de dollars, c'est son rêve. Sia se moque, lui disant de dessouler, de revenir à la réalité, et quand on lui pose la même question, elle dit qu'elle préférait quelqu'un de stable, quelqu'un qui sait déjà combien d'enfants ils auront et où ils vivront, c'est important. Minami intervient brusquement, disant que ce qui compte vraiment n'est pas le cadre mais la personne qui propose, c'est l'essentiel, et tout le monde finit par être d'accord avec son sentiment, avec son point de vue. Alors qu'elle retourne à leur chambre, Kotono devient agitée, nerveuse. Puis, de nulle part, elle éclate en une confession qui les choque toutes, déclarant qu'elle est amoureuse d'Arata, c'est une surprise. Manori essaie de la calmer, pensant que Kotono le dit de manière fraternelle, mais Kotono insiste sur le fait qu'elle est sérieuse. Vraiment, elle déclare son amour à nouveau, haut et fort, disant qu'elle veut l'épouser, se marier avec lui. Regardant ses sœurs, elle les déclare toutes ses rivales en amour, jurant de ne pas en perdre trop. Malgré le fait qu'elles soient ses sœurs, c'est une compétition. De retour avec Arata.
Son père continue leur discussion, exprimant son inquiétude que son fils ne trouve jamais de femme, une épouse. Curieux, Urada demande ce qui a poussé son père à choisir leur mère, ce qui l'a attiré. Le vieil homme en plaisante en disant que c'était son pot de miel doux et ses melons laiteux qui l'ont attiré, c'est une blague, mais ensuite il admet la vérité. Il est tombé amoureux de son âme radieuse, de son esprit lumineux. Quand Urada demande pourquoi ils n'ont qu'une seule photo d'elle, son père répond que les personnes vraiment belles n'aiment pas être photographiées, c'est une particularité. Arata dit à son père qu'il comprend que révéler la vérité maintenant devait avoir ses raisons, ses motifs, et promet qu'en tant que frère aîné et héritier de la famille, il veillera sur ses frères et sœurs et s'assurera qu'ils vivent tous heureux pleinement. Son père sourit chaleureusement, ne disant rien de plus alors qu'Arata quitte la pièce, s'en va. Une fois seul, le vieil homme contemple une photographie de sa défunte épouse et lui dit doucement à quel point il est fier d'avoir adopté Arata comme son fils, son enfant. Le lendemain matin, Arata part faire un jogging matinal, réfléchissant encore à sa conversation avec son père la nuit précédente, à leurs mots. Pendant ce temps, à l'intérieur de la maison, chacune des sœurs est agitée car la confession soudaine de Kitomo qu'elle veut épouser Arata les a toutes secouées profondément. Quand Minami sort prendre l'air, elle rencontre Arata, qui vient de terminer sa course, son jogging. Le souvenir des mots de Katumno lui traverse l'esprit et elle agit instantanément bizarrement autour de lui, de manière étrange. Arata remarque son comportement maladroit et demande ce qui ne va pas, mais Minami le repousse et s'enfuit, affirmant qu'elle doit s'entraîner pour le tournoi interlycée, c'est urgent. A l'intérieur, Vanri est en train de réprimander le chien de la famille pour avoir trop mangé et refusé de faire de l'exercice, c'est un problème. Elle avertit que s'il continue à paresser, il finira aussi gros et inutile que les téléspectateurs d'Inescal, c'est une menace. Quand Terra entre, il se joint à la fausse leçon, reprochant au chien de refuser de faire du jogging avec lui et de manger plutôt comme un cochon glouton, c'est inacceptable. Banri plaisante sur la réduction de la nourriture du chien, ce qui déclenche immédiatement le chien à mordre Arata pour protester, pour montrer son désaccord. Alors qu'Arata s'effondre de douleur, elle entre pour le petit déjeuner, rappelant à Banri qu'elle est en retard pour sa réunion, c'est important. Quand elle voit Arata étendue sur le sol, toutes deux s'arrêtent, incertaines de ce qu'il faut faire avec le pauvre gars, c'est une situation délicate. Plus tard, à l'entraînement de tennis, Minami a du mal à rester concentrée, son esprit revenant à la déclaration de Katuminawa, c'est difficile. Cependant, même en étant distraite, elle impressionne toujours ses coéquipières, jouant comme pronatal, avec brio, et ses coéquipières lui demandent quel est son secret malgré sa petite taille, c'est étonnant. Au lieu de donner une vraie réponse, Minami lâche quelque chose d'absurde sur les lions et les chats, ce qui ne fait que les confondre davantage, c'est étrange. Puis elle aperçoit sa seigneur et la défie impulsivement à un match rapide, pariant une boisson, c'est un défi. Le match se transforme en un duel de vitesse et de réflexe, que Minami finit par gagner, avec brio. Pendant qu'elle se repose, Nao admet que le prochain interlycée sera son dernier tournoi, sa dernière compétition, mais elle dit qu'elle n'est pas triste, car elle sait que l'avenir de l'équipe est assuré avec Minami comme fer de lance, c'est une certitude. Nao se remémore sa première impression de Minami. Comment elle semblait initialement être une prodige arrogante, très sûre d'elle, mais dit qu'elle a ensuite vu à quel point Minami travaillait vraiment dur, avec acharnement. Elle souhaite qu'elle réalise toutes les deux leurs rêves et ces mots frappent Minami de plein fouet, la touchent profondément. Essayant de cacher son trouble, Minami taquine Nao pour être trop dramatique, incitant la senior à la défier à une revanche, un nouveau match. Plus tard, après l'entraînement, Minami apprend des commérages des autres que Nao n'a pas obtenu de poste de tennis à temps plein, c'est dommage. Se souvenant comment Nao l'avait chaleureusement accueilli dans l'équipe il y a des années, avec gentillesse, Minami décide que son objectif est maintenant d'offrir à sa senior une médaille d'or au tournoi interlycée, c'est son but. De retour à la maison, la femme de ménage trouve Arata et mentionne quelque chose concernant Minami. C'est important. Curieux, il va à la salle de sport et la trouve en train de s'entraîner, de s'exercer. Quand il s'approche, Minami se fige, surprise par sa présence soudaine, inattendue. Sans avertissement, Arata annonce qu'il prend la relève en tant que son entraîneur, son coach personnel. Elle proteste en disant qu'elle n'en a pas besoin, pas du tout, mais il révèle qu'il sait qu'elle est blessée après que la femme de ménage l'ait vue envelopper sa cheville, c'est un secret. Arata insiste sur le fait qu'il l'aidera jusqu'à ce qu'elle se rétablisse, complètement. Ailleurs, Buka est assise dans sa chambre, incapable de se débarrasser des mots de Kitona, de ses paroles, alors qu'une partie d'elle veut croire que Kitona plaisantait, que c'était une blague. Sia les avait toutes averties que puisqu'elles ne sont plus liées par le sang, sa déclaration d'amour pourrait être sérieuse et l'idée la ronge, la tourmente profondément. De retour à la salle de sport, Arata aide Minami avec ses étirements, et la routine lui rappelle des souvenirs de leur entraînement d'enfance, de leur jeunesse. Mais maintenant, il ne peut s'empêcher de remarquer à quel point elle a grandi. Avec son physique tonique et sa police, c'est impressionnant, il éclaircit rapidement ses pensées et demande si elle a parlé de sa blessure à ses coéquipières, si elle les a informées. Minami admet qu'elle ne l'a pas fait, et Arata la réprimande doucement, avec tendresse. Mais Minami insiste sur le fait qu'elle veut gagner l'interlycée non seulement pour elle-même, mais pour quelqu'un d'important, de spécial. Quand elle finit de s'étirer, elle inverse la session et l'aide à s'étirer à la place, c'est un échange. Alors qu'elle s'appuie contre son dos, Arata peut sentir ses doux cadonks pendant sur son dos, c'est une sensation. Et alors qu'il est troublé, Minami ne l'est pas, et il réalise qu'elle est complètement inconsciente, elle ne se rend compte de rien. Plus tard, après avoir quitté la salle de sport, Arata croise Kotono dans le couloir, par hasard. Elle se fige, clairement nerveuse, car c'est la première fois qu'ils sont seuls depuis la rencontre chaude et épicée dans la salle de bain, c'est tendu. Elle demande s'il était juste avec Minami et si elle a dit quelque chose d'étrange, craignant que sa sœur ne lui ait parlé de sa confession, de ses sentiments. Arata confirme qu'il était avec Minami mais dit qu'elle n'a pas agi étrangement, pas du tout. Quand il demande si Kitumano sait quelque chose, elle panique et s'enfuit dans sa chambre, rapidement. Quelques jours plus tard, Minami participe aux demi-finales de l'interlycée, une étape importante.
Malgré sa blessure, elle se bat à travers la douleur et mène son équipe à la victoire, assurant une place en finale, c'est un exploit. À l'extérieur du bus, ses coéquipières l'encouragent, la soutiennent. Mais alors que Minami monte à bord, sa cheville lâche et maintenant elle le remarque immédiatement, c'est un problème. Plus tard à la maison, Erada continue d'aider Minami avec ses étirements de rééducation, c'est un soutien. Et Minami l'informe qu'après avoir avoué sa blessure, son entraîneur lui a assigné un entraîneur privé, donc Erata n'a pas à continuer, c'est fini. Réalisant que son temps en tant qu'aide touche à sa fin, Erata cache sa déception, ses sentiments, et Minami le remercie sincèrement pour son soutien, pour tout ce qu'il a fait. Plus tard dans sa chambre, Arata range discrètement tous ses livres d'entraînement, ses manuels. Le lendemain matin, Arata entre dans la cuisine juste après un entraînement intense et rencontre Bannery, qui savoure son petit déjeuner tranquillement. Il la réprimande pour ne manger que des céréales, mais elle le taquine en disant que si elle prend trop de poids, Orada devra l'aider à brûler ses calories avec un bon vieux Alabama Pumping Workout, ce qui le trouble énormément. Orada demande si Minami a déjà mangé, sachant que c'est la finale de l'interlycée, un jour important, mais Benri dit qu'elle ne l'a pas vu de toute la matinée, pas du tout. Sia entre soudainement avec la même question, les surprenant tous les deux, c'est inattendu. Quelques instants plus tard, le reste des frères et sœurs se rassemblent, se demandant où Minami pourrait bien être, c'est étrange. Puis elle fait remarquer que les chaussures de tennis de Minami sont toujours à la maison, c'est un indice. Ce qui signifie que Minami n'est pas avec son équipe au tournoi et qu'elle a disparu, c'est inquiétant. Il fouille la chambre de Minami en panique, elle est introuvable. Mais juste au moment où l'inquiétude commence à s'installer, Minami entre soudainement, expliquant avec désinvolture qu'elle était allée au dépanneur du coin. Quand il l'interroge sur sa finale interlycée, elle les écarte, assurant qu'elle a la situation bien en main. Il se tourne vers son jumeau Shion pour des réponses, mais il secoue la tête, ne sachant absolument rien de ce qui se déroule. Arata se sent mal à l'aise et se dirige vers sa chambre, s'attendant à la trouver en larmoyante, mais au lieu de cela, il est accueilli par Minami, qui range joyeusement sans le moindre souci. Grignotant comme si elle était une grosse gourmande, Arata exprime son inquiétude pour elle, mais Minami révèle que son entraîneur a découvert sa blessure. Elle a donc été retirée de son équipe pour protéger son avenir de joueuse de tennis. Arata lui demande doucement si elle est vraiment d'accord pour abandonner, surtout pour la personne pour qui elle voulait absolument gagner. Minami le repousse, insistant sur le fait qu'elle n'a pas le choix, mais alors qu'Arata quitte la pièce, il jette un coup d'œil en arrière et aperçoit un sourire à moitié forcé sur son visage. Dehors, Shoyon l'arrête et lui confesse quelque chose qu'il n'a dit à personne, pas même à lui-même. Plus tôt ce matin-là, il a vu Minami pleurer seule dehors, se cachant de tout le monde. Il ne l'a pas approchée, sachant qu'elle ne voulait pas que les autres s'inquiètent, mais cela le rongeait profondément de l'intérieur. En entendant cela, Arata retourne en trompe dans la chambre de Minami, la prend par la main et la traîne dehors, où elle voit Kuka et les autres l'attendent et qu'ils veulent tous soutenir Minami lors de son match final, qui est imminent. Alors que tout le monde s'inquiète d'être en retard, Minami se tait, son esprit revivant le moment douloureux où elle a été retirée de l'équipe. Nao avait parlé de sa blessure à l'entraîneur par pure inquiétude. Et quand Minami a supplié de jouer, Nao l'a serrée dans ses bras, la remerciant mais insistant sur le fait qu'elle ne devait absolument pas risquer son avenir. La regardant en silence, Arata dit qu'il ne sait pas si l'entraîneur a pris la bonne décision, mais si jamais quelque chose tourne mal, il veut que Minami déclare forfait. Il ajoute qu'il ne veut plus qu'elle leur mente ou se mente à elle-même, jamais. Pendant ce temps, l'équipe de Minami perd le match de double, ne laissant que le simple pour ramener l'or pour le dernier tournoi de Nao. Dans la voiture, la circulation bloque leur progression et ils paniquent tous complètement. Réfléchissant vite, ils aperçoivent des vélos de location à proximité et elle mentionne rapidement qu'elle a l'application pour les louer. Et sans hésitation, Arata tire Minami sur l'un d'eux. Il lui tend son équipement de tennis et lui souhaite bonne chance alors qu'il s'éloigne à toute vitesse. Alors qu'il pédale à travers la ville, Arata se pousse à la limite, trempé de sueur et haletant. C'est alors que le souvenir d'une lointaine fête des mères refait surface. À l'époque où leur école leur demandait d'écrire des lettres pour leur mère, tandis que les autres peinaient, Minami en avait écrit une pour leur défunte mère, disant comment elle et ses frères et sœurs s'étaient rapprochés en son absence, plus que jamais. Arata se souvient avoir écrit qu'il appréciait la force de Minami et comment elle souriait toujours, même quand les choses étaient difficiles. Il lui dit que même si elle n'est peu, être pas un génie naturel, elle est une travailleuse acharnée avec un cœur positif, et il prie pour qu'elle soit récompensée pour cela un jour, très bientôt. Pendant ce temps, au tournoi, Nao gagne son match de simple, laissant la remplaçante de Minami terminer le travail. Mais avant que cela ne commence, Arata et Minami arrivent, essoufflés par le long trajet qu'ils ont effectué. Sans hésitation, Arata tombe à genoux et supplie l'entraîneur de laisser Minami jouer, disant que ce match compte autant pour elle que son avenir. Après un silence tendu, Nao prend la parole pour la soutenir, et l'entraîneur finit par accepter, à contre-cœur. Alors, la finale commence. Quand les nerfs commencent à prendre le dessus sur Minami, les encouragements de sa famille depuis les tribunes lui remontent le moral. Elle reçoit en premier et marque le premier point, mais le service suivant de son adversaire est féroce, forçant Minami à pousser sa cheville blessée à sa limite absolue. Puis elle gagne un autre point, mais une douleur fulgurante traverse sa jambe. Le match devient une lutte brutale, et malgré tous ses efforts, l'équipe de Minami perd. Des larmes coulent autour d'elle alors que ses coéquipières pleurent de défaite, tandis que Minami force un sourire, s'excuse, et dit même à Nao de la gifler après tout ce qu'elle a dit sur la victoire.
Au lieu de cela, Nao s'incline profondément, la remerciant de les avoir aidés à réaliser leur rêve d'atteindre les finales. Elle prie pour que l'avenir de Minami ne soit pas affecté par cette blessure, et Minami retient ses larmes avec difficulté. Après, les frères et sœurs attendent que Minami rentre à la maison, mais ils savent qu'elle est quelque part seule après sa défaite. Arata la trouve assise sur un banc, les épaules affaissées, et quand elle le voit, Minami s'effondre, se traitant d'échec et disant qu'elle a embarrassé tout le monde, sans exception. Elle dit que même après avoir perdu, son équipe l'a remerciée et que cela n'a fait qu'aggraver son sentiment. Elle remercie Arata et les autres de l'avoir amenée, disant qu'elle est prête à passer à autre chose. Mais Arata s'avance et la serre dans ses bras, tendrement. Il exige alors qu'elle arrête de se mentir à elle-même, surtout quand elle est dans les bras de son frère. Minami tremble et commence à demander désespérément ce qu'elle doit faire pour être assez bonne pour être la meilleure et ne plus jamais perdre une expérience qu'elle détestait par-dessus tout. Arata la serre plus fort et lui dit qu'avec le temps, elle deviendra forte. Des jours passent après la défaite et Minami reste perdue dans ses pensées, revivant le moment où Arata s'est battue pour elle et l'a serrée fort après le match, ce qui fait battre son cœur d'une manière qu'elle ne comprend pas entièrement, du tout. Pendant ce temps, Uka est au milieu d'une dispute avec tout le monde, insistant passionnément sur le fait qu'un des points de Minami en finale a été injustement retiré et que tout le match aurait pu se dérouler différemment sans cette erreur, c'est certain. Elle se tourne vers Arata pour son opinion, mais il répond simplement que ce qui compte le plus, c'est que Minami soit partie sans regret. Alors que Minami sort et entend le vacarme, elle évite de croiser le regard d'Arata délibérément. Uka lui demande immédiatement son avis sur le match de tennis truqué. Mais Minami dit qu'elle ne se soucie plus vraiment des résultats et qu'elle est juste soulagée de ne pas avoir aggravé sa blessure. S'asseyant en face d'Arata, Minami l'écoute attentivement lui donner des conseils sur la façon de prendre soin de sa cheville. Répondant doucement sans se retourner pour lui faire face, refusant toujours d'accepter la défaite, Uka attrape une balle de tennis et annonce qu'elle va prouver comment Minami aurait dû gagner. Elle l'agite de manière dramatique, ignorant que le chien de la famille la regarde, la queue remuante, pensant que c'est l'heure de jouer, bien sûr. Dans sa frustration, la balle lui échappe des mains et vole droit vers Minami. Le chien bondit, mais avant que quoi que ce soit n'arrive, Arata se précipite et attrape la balle pour la sauver. L'acte fait battre le cœur de Minami à toute vitesse, tandis qu'Arata réprimande Uka pour son insouciance et se tourne pour vérifier Minami, qui hoche simplement la tête à ces mots, imaginant ce que sa langue pourrait faire, en secret. À ce moment-là, Minami se souvient comment Uka et Kotono ont tous deux avoué leur amour pour Arata et commence à se demander si l'étrange chaleur qui se répand dans sa poitrine est le même sentiment que ses sœurs ont ressenti à l'époque. Cette nuit-là, Kotono est assise seule, perdue dans ses pensées après sa confession à Arata. Soudain, Uka frappe à sa porte, demandant si elles peuvent parler. Elle entre, complimentant la mignonnerie de la chambre de Kotono et comment elle correspond parfaitement à son esthétique, c'est évident. Non intéressée par les bavardages, Kotono la coupe et lui demande la vraie raison de sa venue. Uka prend une profonde inspiration et aborde la confession de Kotono, offrant d'écouter si elle a besoin de parler à quelqu'un, vraiment. Mais au lieu de s'ouvrir, Kotono renverse la situation et dit qu'elle sait déjà qu'Uka a aussi avoué ses sentiments à Arata pendant leur voyage et qu'elle les a vus presque se frotter le ventre sur le sol dans la salle de jeu. C'est certain, Uka réalise que ses actions ont dû pousser Kotono à avouer ses propres sentiments publiquement et elle explique rapidement que Kotono a tout mal compris. Uka clarifie que lorsqu'elle a dit qu'elle aimait Arata, c'était du point de vue d'une ancienne sœur jumelle et que rien de bizarre ne s'est passé dans la salle de jeu, absolument rien. Kotono s'approche, son visage à quelques centimètres de celui d'Uka et demande directement si elle n'aime vraiment pas Arata de cette façon. Quand Uka la rassure que non, Kotono soupire de soulagement, s'excusant d'avoir tiré des conclusions hâtives si vite, mais alors qu'Uka sort, elle se retrouve à penser à Arata malgré tout, son cœur battant. Plus tard, Banri fait irruption dans le salon en panique, suppliant n'importe lequel de ses frères et sœurs de l'accompagner à son école d'infirmière pour quelque chose d'urgent, vraiment. Quand personne ne se porte volontaire pour l'aider, elle se tourne vers son frère fiable, Arata. Les deux se faufilent dans l'école après les heures de cours, et Banri admet qu'elle a trop peur d'y aller seule parce qu'elle est terrifiée par les fantômes, absolument. Arata la taquine, soulignant à quel point les couloirs sombres et les planchers grinçants ressemblent vraiment à une scène de film d'horreur. Et Banri s'accroche à lui, tremblante, le suppliant d'arrêter. Curieux, Arata lui demande pourquoi elle a choisi l'école d'infirmière, mais Banri ne répond pas, du tout. Soudain, un grand bruit résonne dans le couloir et Banri sursaute s'enroulant étroitement autour du bras d'Arata. Il lui dit que c'est juste le vent qui fait vibrer les fenêtres, mais avec ses doux seins pressés contre lui, il sent son corps se raidir, inévitablement. Il essaie de se dégager, mais Banri s'accroche encore plus fort. Arata soupire et la traîne jusqu'à ce que soudain, il la tire près de lui et lui couvre la bouche, lui murmurant de se taire alors qu'un agent de sécurité passe, tout près. Alors, Banri marmonne quelque chose, et Arata réalise avec horreur que ses mains sont pressées contre sa poitrine. Il lâche immédiatement, frustré, alors que les souvenirs de leur moment ludique passé lui reviennent en mémoire, en un éclair. Mais maintenant, il ne peut ignorer à quel point elle est douce et charnue. Puis, ils atteignent enfin la salle du club de Banri, où elle récupère les objets qu'elle a oubliés, un ensemble de poupées faites à la main sur lesquelles elle travaillait depuis longtemps,
Arata l'interroge à leur sujet, et Banri explique que lorsqu'elle est entrée pour la première fois à l'école d'infirmière, elle a visité un hôpital où des enfants étaient des patients à long terme. Certains étaient joyeux, tandis que d'autres restaient seuls en silence, complètement isolés. Elle a vu comment les étudiants bénévoles leur remontaient le moral et a décidé de les rejoindre, créant des poupées afin qu'aucun enfant ne quitte jamais l'hôpital les mains vides. Elle se confie ensuite sur sa vraie raison de devenir infirmière, une vocation. Il y a des années, quand ils rendaient visite à leur mère malade, Banri pleurait toujours quand il était temps de partir. Un jour, une infirmière gentille l'a réconforté au milieu de sa tristesse, et à partir de ce moment, Banri a su qu'elle voulait apporter la même chaleur aux autres, sans hésiter. Sur le chemin du retour, Banri admet qu'elle est trop gênée pour dire au reste de la famille pourquoi elle est devenue infirmière. Et en guise de remerciement pour l'avoir accompagnée, elle dit en plaisantant à Arata qu'il a dû apprécier de sentir ses seins plus tôt, n'est-ce pas? Gênée, Arata ne dit rien et commence à marcher plus vite, la laissant le poursuivre par peur. Le lendemain, Banri termine les poupées et les remet aux enfants hospitalisés. Elle prend une photo et l'envoie à Arata, le remerciant chaleureusement pour son aide. Quelques jours plus tard, Uka et ses camarades de classe reçoivent les résultats de leurs examens blancs. Quand on lui demande quelle note elle a obtenue, Uka dit avec désinvolture qu'elle a eu sa note habituelle. Ses amis parlent de sa constance impressionnante et de la façon dont elle est destinée à être la prochaine présidente du conseil des élèves, c'est certain, mais en vérité, sa copie affiche une note catastrophique. Ce week-end-là, tôt le matin, Uka se prépare à partir, mais Arata l'aperçoit et lui demande où elle va. Quand elle dit Yamanashi, il a l'air confus, mais elle n'explique rien de plus et s'en va, sans un mot. Arata se demande pourquoi elle y va puisqu'ils n'ont pas de parents à proximité, mais suppose qu'elle a juste besoin de temps seule après tout ce qui s'est passé. Il s'attend à ce qu'elle revienne le jour d'école suivant, mais quand lundi arrive, Uka n'est pas revenue du tout. Puis sur le chemin de l'école, les filles se rassemblent comme d'habitude. Mais l'absence d'Uka rend tout étrangement incomplet, et chacune d'elles ressent le vide qu'elle laisse derrière elle. Arata s'inquiète aussi, surtout quand les amis d'Uka à l'école lui demandent où elle est, avec insistance. Comme elle n'a jamais manqué un seul jour d'école de sa vie, tout ce qu'il peut leur dire, c'est que Uka reviendra bientôt. Mais ses pensées persistent, se demandant ce qu'elle pourrait bien faire pour la retenir pendant 3 jours entiers. Plus tard ce soir-là, Uka n'est toujours pas rentrée à la maison. Et il devient clair qu'elle va manquer encore un jour d'école, c'est certain. Les frères et sœurs deviennent de plus en plus anxieux, réalisant à quel point ce serait dévastateur pour sa réputation si la nouvelle se répandait qu'elle s'était enfuie. Soudain, Banri arrive en courant avec son téléphone, rappelant à tout le monde qu'Uka avait une fois perdu le sien et l'avait fait équiper d'un tracker. Par précaution, quand Banri ouvre l'application, tout le monde halète alors que le tracker montre la position d'Uka au mont Fuji. Les filles paniquent, imaginant le pire, mais Shion essaie de calmer leurs nerfs. Pendant ce temps, Uka grimpe régulièrement vers le sommet du mont Fuji, complètement seule, sans personne. Elle atteint le sommet et décide de passer une autre nuit. L'aubergiste commente qu'il est inhabituel qu'un visiteur s'attarde aussi longtemps, et Uka répond simplement qu'il y a quelque chose qu'elle doit encore voir, absolument. De retour à la maison, Arata décide finalement qu'il ne peut pas simplement rester assise à attendre. Banri proteste, inquiète pour sa sécurité, mais Shion lui dit qu'elle lui fait entièrement confiance pour retrouver Uka et la ramener. Déterminée, Arata monte dans un train express en direction du mont Fuji, sans hésiter. Une fois arrivé, il contacte Banri pour des nouvelles. Elle lui dit que le tracker d'Uka la montre à une altitude plus élevée, alors Arata suppose qu'elle doit séjourner dans l'un des refuges de montagne. Il commence son ascension, lampe de poche à la main, imperturbable face à l'obscurité et au froid glacial. La pensée d'Uka bravant ce sentier seul le remplit d'un étonnement silencieux et il peut en quelque sorte comprendre pourquoi elle s'est enfuie ici après tout ce qui s'est passé. De retour à la maison, Minami et Kotono sont toutes deux éveillées, trop inquiètes pour dormir, vraiment. Quand Kotono murmure qu'elle est plus inquiète pour Arata, Minami se raidit et l'assure qu'il ira bien, même si elle essaie de se convaincre elle-même aussi. Après plus d'1 heure de marche, Arata trouve enfin Uka dans le refuge et elle est choquée de le voir là, devant elle. Quand elle demande pourquoi il est là, Arata dit qu'il est là pour elle, ce qui la fait rougir. Il réserve une chambre pour la nuit et l'aubergiste, les reconnaissant comme frères et sœurs, les place ensemble dans la même chambre, sans hésiter. Arata envoie un message à la famille, leur faisant savoir que Uka est en sécurité, et le groupe à la maison pousse un soupir de soulagement. À l'intérieur de la chambre, le silence remplit l'air alors qu'ils réalisent tous deux à quel point il est gênant de dormir côte à côte, si proches. Uka avertit Arata de ne pas regarder pendant qu'elle se change, ne voulant pas qu'il voie sa poitrine cachée sous sa veste, et Arata se détourne rapidement, le visage rouge alors que son esprit dérive avec des pensées qu'il regrette instantanément, se demandant pourquoi il la voit soudainement différemment, à présent. Même s'ils ont grandi ensemble comme frères et sœurs, quand elle a fini, ils s'allongent tous les deux, et Arata dit fermement qu'ils rentreront à la maison le matin. Mais Uka dit doucement qu'elle ne part pas encore. Quand il demande pourquoi elle est venue au mont Fuji, elle esquive la question et demande plutôt si les autres sont inquiets. Et Arata dit qu'ils le sont tous, bien sûr. Alors Uka évoque quelque chose qu'il avait oublié à propos du mont Fuji et que c'est l'endroit où leurs parents se sont rencontrés pour la première fois. Leur mère était tombée malade près du sommet et leur père, qui était un étranger à l'époque, l'avait porté jusqu'en bas. Avec courage, Uka croit qu'ils étaient destinés car elle pense que tout le monde a quelqu'un qu'il est censé rencontrer. Prise au dépourvu, Arata demande si elle croit vraiment cela. Uka se tourne vers lui et se demande à voix haute si un tel destin pourrait exister au sein de leur propre famille. Après tout,
Arata dit rapidement non, mais Uka lui rappelle que les sentiments de Kotono pour lui prouvent que cela pourrait être possible. Il le nie à nouveau, demandant si c'est ce qui la tracasse, mais elle ne répond pas, et quand il regarde, elle dort déjà profondément. La regardant respirer doucement, Arata sent quelque chose changer en lui, car Luka fière et confiante semble maintenant fragile, juste une fille portant trop de choses seule. Il remonte doucement la couverture jusqu'à son menton et s'allonge à côté d'elle, fatigué mais en paix, sachant qu'il l'a trouvée enfin. Quand le matin arrive, Arata se réveille pour trouver le lit vide et Uka est parti. Il n'y a qu'un mot sur son oreiller disant qu'elle est rentrée chez elle avant lui, mais il n'y croit pas. Il appelle Banri qui vérifie le tracker et dit qu'Uka est toujours sur la montagne. En ce moment... En entendant cela, Arata se précipite dehors et recommence à grimper. Pendant ce temps, Uka grimpe vers le sommet une fois de plus. Quand elle atteint le sommet, elle se tient seule, entourée de brouillard. Certains grimpeurs la reconnaissent de la veille et chuchotent, intrigués. Se demandant pourquoi elle est revenue, la brume s'épaissit et Uka devient frustrée car sa rencontre fatidique n'apparaît pas. Le doute s'insinue et elle commence à redescendre. Se demandant si tout ce voyage a même eu un sens au final, Arata grimpe plus haut, espérant la rencontrer en chemin, mais ils se croisent sans le savoir. Pensant qu'elle est déjà descendue, il retourne vers le refuge, mais Uka glisse. Le brouillard brouille sa vision et elle perd pied, soudainement. Elle dégringole une pente raide, s'écrasant dans un creux caché où personne ne peut l'entendre. Une douleur fulgurante traverse sa jambe et elle réalise qu'elle est gravement blessée. Elle crie à l'aide, mais sa voix disparaît dans le vent froid. Et elle réalise qu'elle est en grand danger. Vraiment. Au refuge, l'aubergiste dit à Arata qu'Uka n'est jamais revenu et que ses bagages sont toujours dans la chambre. Pendant ce temps, de retour à la maison, Banri panique lorsque le signal du tracker se coupe soudainement. Allongée dans la brume glaciale, les pensées d'Uka s'estompent et sa vie défile devant ses yeux en un instant. Elle se souvient du sourire bienveillant de son père alors qu'il lui donnait les boucles d'oreilles de leur mère. Elle avait demandé comment ils s'étaient rencontrés et il lui avait raconté l'histoire du mont Fuji, l'endroit où le destin les avait réunis. Il lui avait dit qu'un jour, elle aussi trouverait son prince charmant. Uka cligne des yeux et réalise qu'elle a dû s'évanouir. Elle est toujours en vie, mais ses forces sont presque épuisées. Les larmes se mêlent à la brume froide alors qu'elle murmure qu'elle n'a fait que causer plus de problèmes à sa famille. L'une de ses boucles d'oreilles lui échappe des mains et tombe dans le brouillard, sans espoir. Désespérée, elle rampe après elle jusqu'à ce qu'elle voie une faible lumière se refléter sur sa surface. Elle lève les yeux et le voilà, son prince avec une lampe de poche à la main. Pendant un instant, tout semble immobile. La scène reflète l'histoire que leur père lui avait racontée. Un prince sauvant une princesse sur la plus haute montagne du Japon, comme dans un conte. Il y a des années, chaque fois qu'Uka ressentait le besoin de se défouler ou de partager ses inquiétudes, elle se tournait toujours vers son père. Il l'écoutait patiemment, un doux sourire sur son visage, la faisant se sentir en sécurité et comprise totalement. Mais récemment, tout a changé. Même quand son père lui demande comment elle se sent, Uka le repousse, incapable de parler comme elle le faisait autrefois. De retour sur le mont Fuji, Arata repère immédiatement la blessure sur sa jambe, sans hésiter. Sans hésitation, il lui dit de monter sur son dos pour qu'il puisse la porter. Uka essaie de faire la dure, insistant sur le fait qu'elle peut marcher seule. Mais Arata la coupe, lui disant d'arrêter et de mettre ses lourdes joues sur son dos, sans discuter. Pendant ce temps, de retour à la maison, le reste des frères et sœurs sont frénétiques, inconscients de ce qui se passe sur la montagne. Leur père annule même ses réunions, se précipitant, inquiet pour ses enfants. Arata lutte sous la pluie, portant Uka sur le sentier vers le refuge avec difficulté. Chaque pas est plus lourd que le précédent, l'averse les trempant tous les deux. Alors, Uka admet finalement que la raison pour laquelle elle est venue à la montagne était qu'elle a vu une vidéo affirmant qu'apporter les objets précieux d'une personne décédée au sommet d'une montagne pourrait permettre une dernière rencontre avec elle, une dernière fois. Maintenant trempée et épuisée, elle réalise que c'était inutile car elle n'est pas vraiment la fille de sa mère et dans ce monde, elle n'a pas de vraie famille. Les larmes coulent alors qu'elle confesse qu'elle ne peut plus parler à son père comme elle le faisait autrefois, comment tout a changé, irrémédiablement, même si tout le monde insiste que non. Ses notes baissent, son esprit est embrumé et elle se sent perdue, ressentant son désespoir comme si c'était le sien. Arata dit à Uka que quoi qu'il arrive, il est toujours son jumeau et c'est pourquoi il a pu la trouver ici. Même s'ils ne sont pas une famille parfaite, il lui promet qu'il sera toujours là, son épaule toujours disponible pour qu'elle s'y appuie. Uka s'effondre, laissant les larmes couler librement sur son épaule, tandis qu'il prononce des mots de réconfort, avec tendresse. Lentement, il quitte l'auberge et descend de la montagne, où Banri et les autres les attendent. Et quand Banri aperçoit la blessure d'Uka, son mode maman s'active instantanément. Les frères et sœurs expliquent que Minami a insisté pour qu'ils les poursuivent, et Arata la remercie, ce qui fait rougir Minami légèrement. Sur le chemin du retour, il demande à Uka pourquoi elle s'est enfuie au mont Fuji. Elle évite la vérité, disant simplement qu'elle voulait voir l'endroit où leurs parents s'étaient rencontrés. Ils acceptent sa réponse avec gentillesse, bien que Luka se sente coupable, tiraillée par leur compréhension après son acte imprudent, elle sait qu'elle ne pourra jamais révéler la vraie raison. Tandis que la voiture ronronne, Arata s'appuie lourdement contre son épaule et s'endort profondément. Luka rougit, se souvenant qu'il y a longtemps, elle l'avait grondé pour ne pas avoir offert son épaule quand quelqu'un en avait besoin. Elle se souvient lui avoir enseigné que si l'égalité des sexes est importante, un partenaire romantique devrait pouvoir compter sur le réconfort de l'autre. Son esprit vagabonde vers ses propres mots et ce qu'elle ressent maintenant pour lui.
Alors elle le laisse se reposer sur son épaule. Une fois rentré, les autres se préparent à décharger la voiture. Oka remarque qu'Arata est anormalement chaud et il réalise que sa fièvre monte en flèche. Alors, elle le porte rapidement dans sa chambre pour qu'il se repose. Leur père arrive, l'inquiétude se lisant sur son visage. Il écoute pendant qu'ils expliquent comment Urata a porté Uka sous la pluie, et le vieil homme félicite son fils, puis dit aux autres de se reposer. Plus tard cette nuit-là, Buka rencontre son père, se confiant sur la difficulté qu'elle avait à le voir comme avant. Mais après l'épreuve de la montagne, les actions d'Arata lui rappellent que son amour pour son père demeure, et elle le serre chaleureusement dans ses bras, une étreinte qu'il accepte volontiers. Le lendemain, Uka retourne à l'école, accueilli par les salutations de soulagement et de joie de ses amis, tandis qu'Arana reste malade à la maison. Bannery lui prépare du porridge et demande qui va le livrer. Minami et Kotono se portent toutes deux rapidement volontaires, et elles sont toutes deux curieuses de savoir pourquoi l'autre est si empressé. Berry confie la tâche à Minami, lui chuchotant sa crainte que Kotono n'essaie de chevaucher le joystick d'Arata pendant qu'il dort, ignorant que Minami a la même idée. À ce moment-là, Uka apparaît et Saya lui rappelle qu'elle devrait s'occuper d'Arata après ses efforts héroïques, mais Uka hausse les épaules, disant que sa jumelle, ce gorille plus laide, ira bien. Elle prend un bain, réfléchissant à son prochain coup, et après avoir fini, elle annonce à toute la maison que la salle de bain est libre, mais se glisse secrètement dans la chambre d'Arata pour récupérer le bol. À l'intérieur, elle s'agenouille à ses côtés, lui murmurant des excuses et exprimant sa gratitude. Elle confesse que l'une des choses qu'elle voulait demander à leur mère décédée était s'il était acceptable pour elle de tomber amoureuse d'Arata, mais bien qu'elle n'ait jamais rencontré sa mère, Luka réalise ses sentiments maintenant, surtout après la façon dont Arata l'a sauvée et réconfortée. Pendant que les autres s'amusent en bas dans la chambre d'Arata, Luka se penche et embrasse Arata tendrement, laissant le moment s'éterniser pendant qu'il dort. Elle prend le bol à côté de lui et part, promettant de revenir plus tard. Mais à son insu, Arata était éveillée, se demandant ce qui venait de se passer. Quelques jours plus tard, cherchant un peu d'air frais, Arata et ses frères et sœurs visitent la villa de vacances de leur famille. Arata se souvient comment ils passaient toutes leurs vacances ici ensemble. Mais cette fois, leur père n'est pas avec eux et ce ne sont que les frères et sœurs. Alors qu'il imagine leurs arrangements de sommeil habituels, Manri surgit soudainement de derrière. Le taquinant sur le fait de casser le lit et son bassin, Arata la réprimande immédiatement pour son imagination débridée, puis ses yeux tombent sur Uka, et il ne peut s'empêcher de se souvenir du baiser qu'elle lui a donné quand elle pensait qu'il dormait. Des questions sur ce qu'elle voulait dire quand elle a dit qu'elle l'aimait agitent son esprit, mais à ce moment-là, Uka remarque son expression lointaine et s'avance. Lui demandant s'il va bien, Arata essaie de la repousser. Pourtant, quand il aperçoit ses lèvres pulpeuses, les mêmes qui l'ont embrassé cette nuit-là, il panique, dit qu'il a le mal des transports et s'enfuit avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, la laissant inquiète. Plus tard, Arata est au milieu d'une douche contemplative quand Shoyon apparaît soudainement, lui rappelant que la porte est ouverte. Arata demande où il était, et à sa surprise, Shion confesse qu'il a essayé de retrouver ses vrais parents, ceux d'Inami et les siens, et que suggérer ce voyage faisait partie de ce plan. Il admet avoir échoué et Shion demande si Arata est curieux de connaître ses propres parents. Mais Arata explique que bien qu'il soit intéressé, il considère leur père comme son vrai papa, car le sang ne définit pas la famille. En entendant cela, Shihan révèle qu'il a abandonné la recherche et partage maintenant le sentiment d'Arata, voyant leur famille actuelle comme la sienne. Quand il sort, il est troublé en revoyant Nuka. Mais cette fois, Minami et Kotono le remarquent, puis, pendant le barbecue, il continue de fixer Nuka. Mais Kotono le sort de sa rêverie pour lui donner de la nourriture. Il remarque que Minami est absente et, à l'intérieur de la villa, elle sort des vêtements. Le lendemain matin, pendant que tout le monde dort, Uka se réveille tôt et réalise qu'Arata n'est pas dans la chambre. Elle le trouve dans la tente de Sona, se réchauffant. Perdu dans ses pensées sur la recherche de Shihan et la confession d'Uka, Hirata surchauffe et sort, seulement pour trouver Uka qui l'attendait à proximité. Sa présence fait s'emballer son esprit vers des pensées qu'un frère ne devrait jamais avoir envers sa propre sœur, d'autant plus qu'elle a intentionnellement essayé de se rapprocher, ignorant qu'il était éveillé pendant leur baiser. Elle l'invite à la rejoindre au sauna pour un test d'endurance, mais se sentant mal à l'aise, il lui dit d'y aller seul. Étonnamment, elle s'assit simplement à côté de lui à la place, le laissant encore plus troublé. Finalement, il la convainc de faire le test d'endurance correctement et ils entrent dans le sauna comme ils le faisaient autrefois. Cette fois cependant, Arata ne peut s'empêcher de remarquer à quel point son corps scintille joliment dans sa sueur, lui donnant presque envie de la boire. Soudain, Luka lui demande s'il compte prendre une petite amie. Il dit qu'il n'est pas intéressé pour l'instant et qu'il ne s'engagera pas avec n'importe quelle paire de joues pour le moment. Submergé par la chaleur, Arata sort, ce qui inquiète Luka. Elle lui demande s'il a encore des sentiments pour Lala et après y avoir réfléchi, il admet qu'il n'en a plus pour elle. En entendant cela, Uka rayonne de joie et s'éloigne de sa douche, tiraillée par ses propres sentiments, voulant constamment être près d'Arata. Elle se souvient de toutes les fois où elle l'a interrogé dans la chanson sur les coups de cœur, réalisant que même à l'époque, ses sentiments pour lui grandissaient.
Pendant ce temps, Urada considère que les sentiments d'Uka pourraient refléter ceux de Kotono et il décide d'agir en conséquence. À ce moment-là, Minami apparaît et l'invite à sortir. À sa surprise, il se retrouve dans un jardin de fleurs, un endroit où Orada ne s'attendrait pas à ce que quelqu'un comme Minami se rende, mais en voyant sa jupe et ses touches féminines, il réalise qu'elle embrasse son côté féminin. En regardant les couples se promenant dans le jardin, il se demande pourquoi Minami a choisi cet endroit. De nulle part, elle demande à Arata à quoi ressemblerait sa femme idéale, le prenant au dépourvu. Il donne une réponse simple, il aimerait quelqu'un avec qui il peut se sentir à l'aise. Sa question lui rappelle celle d'Uka plus tôt, le rendant plus confus. Soudain, il remarque l'étiquette de prix toujours attachée à la jupe de Minami. Alors qu'elle a du mal à l'enlever, il propose son aide. Et quand cela échoue, il utilise ses dents viriles pour la mordre et l'arracher, la laissant troublée et désireuse qu'il mordit autre chose sur elle. Ensuite, il profite du jardin, prenant des photos et savourant le temps passé ensemble. Les heures passent vite et Arata suggère de rentrer. Minami confesse soudainement qu'elle est amoureuse de quelqu'un, mais il ne sait pas de qui. Arata est sincèrement heureux pour elle. En réfléchissant à la sortie, il réalise qu'elle s'entraînait pour un vrai rendez-vous, l'utilisant comme partenaire de substitution. Elle le remercie de l'avoir aidé à s'entraîner, puis s'empresse d'acheter des articles assortis pour eux en signe de gratitude. Cependant, l'esprit d'Arata revient à la confession d'Uka, le rendant confus quant à ce qui se passe autour de lui. Le lendemain, les frères et sœurs se dirigent vers une cascade pour nager comme avant, éclaboussant dans l'eau et arborant leur maillot de bain. De derrière, quelques simples reluquent les filles, supposant qu'elles sont là pour une séance photo freaky avec Johnny Sins, voyant comment les filles viennent dans différentes formes et tailles. Chien mentionne que même ses propres camarades de classe voulaient aller nager avec les filles, mais il donne un coup de coude à Arata, commentant la chance qu'ils ont d'avoir des places au premier rang pour les courbes de leurs sœurs. Arata le réprimande immédiatement, rappelant à Shion que ce sont leurs frères et sœurs, mais quand il regarde de près, il ne peut pas complètement réprimer certaines pensées crémeuses avant de les chasser. Ensuite, ils commencent à s'amuser chacun à leur manière. Buka saute du haut de la cascade, comme au bon vieux temps, et tandis que les autres trouvent cela amusant, Saya commente depuis les coulisses que les fans de sport extrême comme Uka ont tendance à être des idiots avec des cerveaux plus lisses que les joues de notre mère. Elle rit de sa déclaration, rappelant à Sia comment elle avait l'habitude de la rejoindre et de tenir la main d'Uka en sautant, bien qu'elle le rejette rapidement, qualifiant son ancien moi de stupide pour avoir fait cela. Uka invite Hirata à la rejoindre, mais troublé par sa beauté, il refuse, ne voulant pas sauter à la vue de tous. Elle demande ensuite à Minami, qui n'accepte de sauter que si Hirata l'accompagne. Quand Uka accepte, Kotono le remarque et Minami saisit l'occasion de lui prendre la main alors qu'ils sautent ensemble du haut. Sia suit le mouvement et Hirata ne peut s'empêcher de s'émerveiller que malgré leur âge, ils sont toujours les mêmes frères et sœurs joueurs qu'avant. Soudain, Sia panique. Quand Arata demande ce qui ne va pas, elle admet qu'elle a perdu son haut pendant la chute. Arata se fige, réalisant que ses melons sont exposés, mais avant que des simps ne la regardent, ils l'aperçoivent. Sia se dirige vers lui pour le récupérer, mais quand Arata voit cette Jiggler Physics, il se précipite pour le lui rapporter. En lui rendant, il se rappelle qu'ils sont frères et sœurs. Pourtant, quand Sia émerge de l'eau en Black Beauties, son esprit ne peut s'empêcher de s'aventurer en territoire dangereux, et elle le taquine pour s'être excitée. Puis, en tant que sœur aînée, Manori montre aux autres la nourriture qu'elle a préparée. Et après avoir vu qu'elle est prête, elle insiste pour nager et ordonne à Arata de la rejoindre, tandis que Minami et Ilku le regardent jalousement de côté. Quand elle entre dans l'eau, d'autres gars la remarquent dans ses bouées pensant qu'elle est un mannequin. Et Arata comprend qu'avec sa beauté et son excellente physique, n'importe quel homme céderait à son charme. Soudain, Vanri saute sur son dos, se pressant contre lui, et Arata lutte pour garder ses pensées pures. Elle lui chuchote que s'il a besoin de se défouler un jour, elle sera là pour lui, et elle s'inquiète pour lui ces derniers temps, mais il reste silencieux, hanté par le souvenir du baiser d'Uka. Il promet simplement d'être un frère qui ne la fera pas s'inquiéter, rappelant involontairement Kotono à Benri. Alors qu'il s'approche de la cascade, Benri exige qu'il se rapproche encore plus. Mais quand elle commence à faire rebondir les ballons de basket sur lui, Arata glisse et ils tombent ensemble. Dans le bref silence qui suit, elle lui chuchote qu'elle l'aime, mais le rugissement de la cascade couvre ses mots. À leur insu, Kotono entend tout. Plus tard, quand Arata est seule avec Kotono, elle lui demande de l'accompagner à un distributeur automatique voisin. Arata soupçonne qu'elle veut confesser quelque chose, mais il écarte cette suggestion pour lui-même. Arata se souvient comment Kotono a failli se noyer dans une rivière, et il s'inquiète pour elle. Mais elle l'assure qu'elle est devenue grande. Pourtant, sa présence éveille en lui une idée freaky, qu'il attribue intérieurement au baiser de Luka. Au distributeur automatique, Kotono a du mal à parler, mais Rata l'encourage doucement, l'assurant qu'il sera toujours là. Submergée par l'émotion, Kotono fond en larmes. Elle se reproche d'avoir agi impulsivement avec les autres sœurs récemment, provoquant même la fuite d'Uka. Alors elle s'excuse d'être un fardeau pour eux, mais Arata la rassure en disant qu'être là pour elle est ce qu'un grand frère devrait faire.
Sa chaleur et son réconfort rappellent à Kotono comment leur père la gâtait et lui accordait un traitement spécial par rapport aux autres. Cela a poussé les autres frères et sœurs à faire de même, mais cela a aussi fait que Kotono s'est sentie isolée, et elle a senti que tout aurait été mieux si elle avait simplement disparu. Mais alors, les souvenirs de sa quasi-noyade reviennent en force, et elle se souvient comment Urada avait sauté pour la sauver. Elle lui a dit alors qu'elle était un fardeau pour eux, mais Urada l'a assuré qu'en tant que son frère, il serait toujours là pour la sauver. À partir de ce moment, elle commence à le voir comme plus qu'un simple grand frère. Puis, il retourne vers les autres, et Banri les réprimande pour leur retard. Mais Minami et Oka remarquent que Kotono a eu un moment privé avec Arata, ce qui éveille leurs sentiments. Ce soir-là, les frères et sœurs suivent la tradition, visitant l'église pour une nuit aux chandelles. Les pensées d'Oraka s'attardent sur le baiser d'Oraka, et il panique, réalisant que s'il n'agit pas, cela pourrait empirer les choses pour elle. Mais alors, il tombe sur Kotono, Minami et Oraka parlant en secret. Kotono s'excuse d'avoir compliqué les choses en confessant ses sentiments à Oraka, reconnaissant qu'elle est au courant du message de Minami et de la confession d'Uka du parc d'attractions. Elle déclare son amour pour Arata et s'excuse d'être égoïste. Au choc de Kotono, Minami confesse aussi qu'elle aime Arata romantiquement et refuse de le cacher, déclarant qu'à partir de maintenant, elles seront rivales en amour. Puis Yuka se joint à elle, révélant qu'elle aussi l'aime, ayant nourri des sentiments depuis longtemps malgré l'avoir nié auparavant. Les trois sœurs se font face et promettent que quelle que soit la sœur qu'Arata choisira, les autres continueront à s'aimer comme des sœurs sans rancune. Pendant ce temps, Arata, entendant tout, maudit silencieusement d'être née comme un personnage principal d'Anna avec des sœurs d'Alabama comme future mère de ses enfants. Mais à l'insu de tous, il y a encore une paire de vrais frères et sœurs parmi eux, attendant d'être révélés dans la saison 2 qui est encore à venir. Si vous avez regardé ce récapitulatif d'anime jusqu'à la fin, commentez ci-dessous Sister Clapper. Et si vous aimez les récapitulatifs d'anime comme celui-ci, regardez cette vidéo.